Je vous dis souvent que apprendre une langue, ce n'est pas un sprint, mais une course de fond, un marathon. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je reçois Lauriane du blog. Marathon des langues. Voilà, donc merci d'être là. Et on est ici à Mundolingua, le musée des langues à Paris. Donc on s'est retrouvés pour faire une interview pour parler de langue et d'apprentissage. Donc tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter un peu et présenter ton site ? Oui, bien sûr. Alors déjà merci pour l'interview. Donc je m'appelle Lauriane, j'ai créé le blog Marathon des langues. Parce que, alors déjà pourquoi le marathon ? Parce qu'en fait j'ai deux grandes passions dans la vie qui sont l'apprentissage des langues étrangères et la course à pied. Alors a priori il n'y a aucun lien entre les deux. Mais à l'inverse, je pense qu'il y a énormément de similarités entre les deux parce que quand on prépare un marathon ou une course, un 10 km, il y a un entraînement à suivre, il y a une régularité à avoir, il y a des actions à mettre en place qui sont indispensables pour atteindre l'objectif de franchir la ligne d'arrivée. Et je me rends compte qu'avec les langues, c'est la même chose. En fait, il y a beaucoup de personnes qui nous posent la question de « mais comment on fait pour apprendre une langue ?» ou qui décident d'apprendre une langue comme ça entre le fromage et le dessert, j'ai envie de dire. Et au final, elles n'arrivent pas à atteindre l'objectif parce qu'elles n'ont pas suivi ces différentes étapes qui permettent de franchir la ligne d'arrivée avec les langues étrangères. Parce que c'est tout un déroulé, un process pour atteindre l'objectif. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur mon parcours ? Alors avec les langues étrangères, moi pour commencer, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai débuté avec de très mauvaises notes, c'était au lycée. Je ramenais des 6 sur 20 sans problème à la maison. En espagnol, après avoir parlé de subjonctif pendant un an, mais c'est quoi le subjonctif ? Enfin, ça a été vraiment, le démarrage a été très difficile. Et malgré ça, j'étais passionnée par les langues et je voulais réussir. Donc, comment j'ai fait ? J'ai lu beaucoup sur le sujet, j'ai cherché des méthodes, je me suis pas mal déplacée à l'étranger, j'ai fait pas mal de voyages. Et mon erreur du début, en fait, c'est que je me suis dit, bon, l'école n'est pas fait pour moi, c'est un système qui ne me convient pas, ou alors c'est moi qui ai une mauvaise mémoire, ou voilà, il y a eu un petit peu pas mal de remises en question sur différents points. Et donc j'ai décidé de partir à l'étranger en me disant clac, ça va tomber tout seul, je vais partir 6 mois, je vais revenir, je serai bilingue et voilà, l'affaire est dans le sac, ça sera facile. Sauf que ça ne s'est pas passé de cette manière, ça n'a pas été aussi facile parce que le premier voyage, je suis partie en Angleterre et je me suis rendu compte que c'était pas si simple finalement, qu'il y avait quand même du travail à fournir et une méthode à appliquer. Donc voilà, j'ai fait mon premier voyage en Angleterre pour apprendre l'anglais. Je suis revenue avec un niveau plus que médiocre. Donc par la suite, j'ai fait d'autres voyages, d'autres recherches pour optimiser mon apprentissage. Et à force de rencontrer des personnes qui apprennent des langues, leur demander un peu leurs astuces et ensuite en appliquant, aujourd'hui, je suis capable d'apprendre une langue par moi-même sans passer par l'école ou par un prof. Assez rapidement, enfin beaucoup plus rapidement qu'auparavant, parce que pour l'anglais, ça se compte en années pour pouvoir maîtriser l'anglais, même avec différentes immersions, ça a été compliqué, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Et je vais rebondir sur 2 choses que tu as dit qui me semblent très intéressantes, c'est quand tu parles de préparation, c'est vrai qu'en fait c'est comme du sport olympique ou un marathon, c'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui parle une langue, on voit le produit fini de tout ça. On voit le résultat. Quelqu'un qui joue de la musique ou qui fait n'importe quelle activité qui demande un apprentissage, c'est qu'on voit que le produit fini, on voit que la fin, la partie émergée de l'iceberg, et souvent en fait beaucoup de gens ajoutent toute une dimension un peu mystique à l'apprentissage des langues en se disant qu'il faut soit du génie, soit avoir toujours vécu ça. C'est vu qu'on voit que le résultat, c'est-à-dire la personne qui parle, on se dit que ça a dû venir un peu par magie. Mais en réalité, il y a toute une préparation qu'on fait un peu chez soi ou ailleurs, et qui va pas forcément être visible, mais par laquelle il faut passer. Et beaucoup de gens en fait ont peur de passer par là en se disant que ça va être difficile, rébarbatif, alors qu'il y aurait des gens qui le feraient par génie personnel, alors que non, en fait, il y a toute une préparation, comme pour un marathon. Exactement. Et ensuite, c'est aussi intéressant parce que il y a toujours ce cliché d'apprendre une langue à l'étranger.
sachant que être à l'étranger, être dans le pays où la langue est parlée, c'est évidemment indéniablement utile. Bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens reviennent assez déçus de leur voyage en se disant je pensais que j'allais parler avec tout le monde et revenir 2 semaines après avec un super niveau. Mais ça non plus, ce n'est pas automatique. Exactement. Ça demande de travailler sur place. Tout à fait. Et dans tes voyages, du coup, comment est-ce que tu t'y es pris pour améliorer tes langues? Alors ensuite, ce que j'ai fait, donc après être revenue d'Angleterre, j'ai pris un peu de recul sur la situation en me disant alors attention, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment je peux l'améliorer. Donc en fait mon erreur c'était tout simplement de ne pas être suffisamment immergée dans la langue parce que je suis arrivée là-bas en me rendant compte que je comprenais pas grand-chose, j'avais du mal à parler et donc j'ai eu du mal à rester dans cette zone d'inconfort et je me suis tournée vers un groupe de Français qui est souvent l'erreur qu'on fait. Parce que voilà, je suis restée 6 mois sur place et il y a un moment où vous avez besoin de sortir un peu de ce cadre d'inconfort. Et donc la suite dans les autres voyages, c'était les Français. J'avais rien contre vous, mais c'était vraiment à bannir. J'essayais un maximum d'être dans un milieu. Par exemple, je suis allée en Espagne juste après. J'ai essayé d'éviter les francophones. Je suis restée un maximum avec des hispanophones. Travailler, ça c'est une chose. Ça paraît ridicule de le dire, mais ça tombe pas tout seul. C'est pas parce qu'on va regarder la télé en espagnol qu'on va parler espagnol. Il faut travailler. Moi, je sais qu'une fois que je suis arrivée là-bas, j'ai pris mes bouquins et je m'imposais un créneau chaque jour pour travailler sur ma grammaire, sur mon vocabulaire, sur l'écoute, la compréhension avec la télé et avec l'expression orale. Parce que c'est vrai que si on a beau être immergé, il y a des jours où on va pas forcément rencontrer quelqu'un ou on va pas suffisamment parler en fait. Il faut s'imposer, je pense, un petit peu de chaque domaine d'une langue pour progresser en fait. Ça, je suis d'accord aussi parce que, en fait, souvent par paresse, on se dit une fois qu'on est à l'étranger, comme ça, on va parler, ça va se faire tout seul, mais en fait, non. Et c'est pour ça que déjà, il faut un petit niveau pour pouvoir commencer, enfin une petite base sur laquelle s'appuyer. Parce que c'est vrai que si je vais, je sais pas, en Corée, je vais pas apprendre le coréen comme ça en comprenant rien, c'est sûr. C'est sûr. Et il faut pas hésiter, oui, une fois qu'on est à l'étranger pour un séjour un peu long, faire de l'apprentissage qu'on pensait réservé à la France ou au pays où vous habitez. Et non, il faut continuer à travailler. Exactement, ouais. Et est-ce que tu as finalement à quel moment tu as pu voir que ton travail portait ses fruits? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle transformation tu as vue dans tes séjours? Alors la vraie transformation, finalement, je m'en suis rendu compte un peu tard. Il m'a fallu le temps pour avoir ce déclencheur. Parce que je disais que j'étais partie en Angleterre, ensuite en Espagne, où là, j'avais un peu progressé. Mais finalement, avec du recul, je me rends compte que le vrai progrès, la vraie transformation, il s'est fait il y a peu de temps quand je suis partie au Brésil. Parce qu'en fait, mon échéance était très courte. Et je pense que ça a mis un coup d'accélérateur, un coup de pression pour travailler davantage en fait. J'avais commencé à apprendre le portugais à la maison avec la méthode Assimil notamment et d'autres ressources. Mais j'avais mis le Brésil en échéance, enfin partir au Brésil en voyage à une échéance de 3 mois. Et je voulais vraiment avoir un niveau qui me permettait de travailler avec cette langue, donc avoir un bon niveau assez fluide. Et donc au bout de 3 mois, en travaillant à la maison, j'étais capable de parler couramment la langue, mais j'avais besoin de passer au niveau supérieur. Et donc j'ai décidé de partir au Brésil pendant 1 mois. Et donc j'ai concentré toute mon énergie sur l'apprentissage du portugais brésilien pendant 1 mois. Donc le matin, je me levais, c'était apprentissage du portugais. Ensuite, j'allais 4 heures en cours dans une école pour voir un peu les termes, toute la grammaire, être immergée dans la langue. L'après-midi, il y a pas mal de fois où j'allais à la plage, mais j'essayais toujours de me retrouver. C'est sûr, il faut voir les bons côtés. J'essayais toujours de me retrouver avec des Brésiliens pour parler. J'avais toujours mes bouquins avec moi à la plage. J'écoutais des podcasts. Enfin, j'étais vraiment immergée du matin au soir. Même en étant dans le pays, j'ai bossé à fond et je me suis concentrée uniquement sur cette chose. Donc, finalité, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Et ce qui est marrant, pour la petite anecdote, c'est que j'étais dans une école de portugais. Et comme vous le savez, le portugais n'est pas la première langue qu'on apprend.
Généralement, on apprend l'anglais, peut-être l'espagnol. Enfin, dans cette école, il y avait beaucoup de personnes qui étaient au moins trilingues. Donc, qui avaient déjà une expérience avec la langue, avec l'apprentissage des langues. Et j'ai plusieurs personnes qui me demandaient comment j'avais fait pour progresser aussi rapidement dans cette école, parce qu'ils ont vu une évolution significative en peu de jours, en peu de semaines. Et je trouvais ça hallucinant que ces personnes qui avaient une expérience dans la langue viennent me poser des questions, en fait. Et je me rends compte que il n'y a qu'une réponse, c'est le travail qui paye, tout simplement. Oui, absolument. Et ça, c'est encore une fois la partie, pour le coup, immergée de l'iceberg qui entourait pas mal de mystères. Et c'est ce qu'on essaye justement de démystifier pour montrer qu'apprendre une langue, c'est du travail. C'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines, comme on le voit sur certaines pubs. Bon, c'est pas un travail forcément de forçat. On peut travailler au Brésil en allant à la plage l'après-midi. Exactement. Et du coup, maintenant, quelle langue tu as eu l'occasion d'apprendre jusque-là ? Alors, j'ai appris l'anglais, l'espagnol, le portugais. Et donc là, dernièrement, je suis sur l'allemand. Mais l'allemand me prend un peu plus de temps parce que je me rends compte que mon objectif n'est pas assez bien déterminé. J'ai pas une raison intrinsèquement forte qui fait... je bosse un petit peu tous les jours dessus, mais pas suffisamment pour progresser rapidement. Parce que c'est vrai qu'il y a un lien quand même un lien étroit entre le travail et la rapidité d'apprentissage. Le portugais, c'était un focus à 100% et je l'ai appris assez rapidement. L'allemand, ça me prend un peu plus de temps parce que j'y passe moins de temps. C'est étroitement corrélé, ça paraît logique, mais c'est le cas. Donc là, c'est la langue que j'apprends en ce moment. Et là, dans peu de temps, je vais me mettre au russe. Et donc, je me donne le défi d'apprendre le russe en 1 an. Très bien. Et en fait, d'ailleurs, quelles sont tes motivations à apprendre l'allemand, le russe ? Alors, l'allemand, la motivation, c'était... Parce qu'en fait, c'est une langue que j'ai commencé à apprendre à l'école. Et c'est une langue que j'aimais pas. Enfin, du moins, je pensais ne pas l'aimer. Je pense que j'étais plutôt imprégnée par toutes ces fausses idées qu'on se fait en arrivant à l'école. L'allemand, c'est moche, l'allemand, c'est difficile. Et tout bêtement, j'ai suivi le troupeau de moutons en me disant c'est moche, j'y arrive pas. Et du coup, je trouve que c'est dommage d'avoir eu une base et aujourd'hui, étant passionnée de langues étrangères, de ne pas pouvoir parler la langue, finalement. Surtout que c'est la langue des voisins, quoi. Voilà, c'est la langue des voisins. Moi, je travaille pas mal à l'étranger et j'ai l'occasion de rencontrer pas mal de germanophones et c'est dommage de ne pas pouvoir échanger dans la langue alors que j'ai quand même un socle de base. Donc, disons que j'avance, mais vraiment à un rythme de marathon très lent pour cette langue et donc voilà. Et le russe ? Et donc le russe, c'est une langue en fait qui sort des autres langues que je parle, je dirais, parce que j'ai commencé par l'espagnol, le portugais qui sont des langues latines et donc l'anglais qui sont proches... Enfin, l'anglais est pas si proche que ça du français, mais c'est le même alphabet. Voilà, il y a le même ordre des mots. Enfin, c'est des langues assez faciles pour des francophones, je dirais. Et donc là, le défi, il y a l'allemand, mais l'allemand, voilà, on a énormément de ressources, on a de quoi l'apprendre. Et le russe, c'est mon défi, en fait, sortir un petit peu de ma zone de confort, des langues faciles, pour aller vers une langue exotique. Et donc l'objectif à l'échéance, c'est de faire un voyage à Moscou donc dans 1 an et pouvoir parler couramment avec les personnes. Très bien. Voilà. Et par exemple, tu vas commencer quand le russe ? Le russe, alors on n'a pas défini de date exacte, mais ça sera dans les prochaines semaines. Ce que j'aime bien mettre en place, bon là j'apprends pas de nouvelles langues, d'ailleurs ce sera peut-être le russe la prochaine parce que bon, j'ai envie de consolider les langues que j'ai même d'autres projets en dehors des langues. Mais ce que je trouve important, c'est de se faire un plan, c'est-à-dire que un des pires trucs qu'on puisse avoir quand on commence à apprendre une langue, c'est de se dire super, j'apprends une langue, on touche à 2-3 choses et après on est perdu, on sait plus comment continuer. Et je vois que toi tu te focalises beaucoup, tu te prépares bien quand tu apprends une langue et pour commencer à apprendre le russe, qu'est-ce que tu vas faire ? Ce qui pourrait donner des idées aux gens qui nous regardent, qui veulent commencer à apprendre une langue. Ça, c'est très important de le rappeler, avoir un plan d'action, donc comme la course à pied, comme le marathon. Hein, il faut avoir un plan chaque semaine. Moi, chaque fois que je vais faire mes entraînements de course à pied, je sais
qu'est-ce que je vais faire lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Et chaque fois, retour d'entraînement, je souligne. Enfin voilà, c'est une question d'organisation. Et pour les langues, je pense qu'il faut faire la même chose. Donc déjà, pour commencer à écrire son objectif. Et moi, pour le russe, j'ai décidé de me faire accompagner en fait par un formateur en russe qui est Thomas Béguin. Que j'ai déjà interviewé, vous pourrez voir une vidéo sur cette chaîne. Voilà. Et donc pour me faire coacher dans cette langue, parce qu'il faut le dire, j'ai un petit peu peur de m'y mettre parce que c'est une langue différente de tout ce que j'ai appris jusque-là. Il y a encore des idées préconçues, il y a des idées stéréotypées certainement sur la langue comme pour toutes les langues. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur de s'y mettre. Donc je vais me faire accompagner par Thomas. Mon plan d'action, alors pour être honnête, je ne l'ai pas encore écrit, mais c'est en prévision. Donc je vais commencer à mettre mon objectif final, donc parler couramment le russe, pas parfaitement, mais pouvoir converser. Et ensuite, je vais définir mon objectif mensuel, hebdo et même quotidien. C'est très cadré. Et quelles ressources tu vas utiliser tu vas utiliser les ressources de Thomas, mais est-ce que tu vas utiliser d'autres ressources Alors, je vais utiliser les sources de Thomas et en complément, je vais utiliser des ressources que je connais déjà. Par exemple, la méthode Assimil, je pense que je vais l'utiliser en complément. Les applications. Moi, j'aime bien utiliser l'application Mondly. C'est une application qui propose beaucoup de langues, dont le russe. Et donc, j'ai commencé déjà à regarder un petit peu les termes de base. Donc, je trouve que c'est assez bien fait. L'interface est très sympa. Et ensuite, en complément, des petites séries, des petits films sur YouTube. Parce que sur YouTube, il y a énormément de ressources. Et tout simplement, un papier et un stylo. Ça, je pense qu'on oublie trop souvent de le dire. Je pense qu'il y a quand même une mémoire qui se trouve dans la main, dans le fait d'écrire. Surtout en cyrillique. Surtout, c'est mieux. Je vais l'apprendre. Ouais. Exactement. Et ça, je pense que ça sera un outil quotidien. Voilà, essayer d'écrire des phrases, essayer d'écrire l'alphabet, le cyrillique. C'est hyper important de le mettre à l'écrit. En fait, c'est comme parler, c'est la pratique, mais à l'écrit. Et surtout qu'avec les claviers, ça je m'en rends compte avec le japonais, que les claviers, on finit par ne pas suffisamment travailler cette mémoire de l'écrit. Je vois que les caractères japonais, parce que quand tu tapes en fait sur un clavier, tu tapes en fait en kana, c'est-à-dire en syllabes, mais ça te le convertit, ça te propose des caractères japonais, des kanji. Ce qui fait que je les reconnais très bien sur un écran, et je me rends compte que je les pratique pas assez à l'écrit. Donc en fait, c'est pour ça que si vous avez une mémoire un minimum kinesthésique, honnêtement, il faut revenir au bon vieux papier. Je sais que tous les plus technophiles ne jurent que par l'informatique, mais vraiment, ça aide beaucoup. Ouais, c'est sûr, et je trouve que ça facilite trop l'apprentissage parce qu'on s'enferme dans cette bulle en croyant bien progresser. Finalement, quand on se remet au papier, on se dit mince, pourquoi je bloque, je comprends pas. Par exemple, je sais pas, on vit dans le pays, on doit écrire un mot pour se dire je fête mon anniversaire, je vais faire du bruit et n'importe quoi. On se dit mais en fait j'arrive pas à l'écrire, donc on se rend compte qu'on a négligé une compétence. Exactement. Ça c'est un truc auquel on pense pas, mais l'informatique est un outil formidable. Mais pour la mémoire du poignet, ça peut aussi nous handicaper. Ouais, c'est sûr. La technologie a ses limites. Et maintenant, on a vu tes projets, on a vu les choses que tu as faites par le passé. Et quelle a été pour toi la plus grosse difficulté ou le truc avec lequel tu bloques le plus avec l'apprentissage des langues ? Alors pour parler de ma plus grosse difficulté, c'était au début quand j'ai appris l'anglais. L'anglais, ça a été une grosse souffrance pour moi parce que j'ai mis beaucoup de temps à l'apprendre et surtout pour la prononciation en fait. Je pense que c'est une des choses que j'ai négligé avec l'anglais. Parce que quand j'essayais de communiquer, on ne me comprenait pas et je ne comprenais pas qu'on ne puisse pas me comprendre parce que je voyais le mot, je le prononçais. Je me dis, mais attends, je dis bien le mot, pourquoi ils ne comprennent rien ? Et voilà, c'était mon erreur de mettre en cause l'autre et pas moi en fait. Alors qu'in fine, le locuteur natif a toujours raison. Et bien sûr, c'est sûr. C'est un peu arrogant de penser de cette manière, mais c'est vrai que quand on apprend, on n'a pas suffisamment de recul pour se dire oui, bon, j'ai mal fait ça, ou on le sait toujours après en fait. Ouais, c'est pour ça qu'il faut se confronter très vite à des vrais gens et voir s'ils comprennent, parce qu'à partir du moment où ils donnent des réponses attendues à vos questions, pas juste qu'ils font comme ça. C'est ça. À partir du moment où ils répondent vraiment et ils rebondissent dessus, ça se voit que vous êtes compris. Mais si vous faites pas ce test et que par exemple vous allez dans le pays et que
que vous allez parler à des gens qui ne vous comprennent pas, c'est tellement déprimant qu'il y a de quoi lâcher l'affaire. Donc c'est vrai qu'il faut bien travailler la prononciation. Moi aussi, j'ai eu tendance par le passé à la négliger un peu et à le payer cher parce que on met plus de temps à perdre une mauvaise habitude qu'à prendre une bonne habitude. Et ouais, il faut faire attention et le confronter vite à des personnes en chair et en os. Hein. Pas seulement des profs qui ont l'habitude d'entendre leur langue massacrée. C'est ça. D'accord. Et est-ce que tu aurais des derniers conseils, vraiment des choses que tu as sur le cœur, que tu as vraiment envie de transmettre, c'est-à-dire des avertissements, des choses à faire absolument, ou des conseils vraiment en or que tu as pu apprendre au fil des années, que tu as envie de transmettre aux gens qui nous regardent? Alors oui, bien sûr, j'en ai un en particulier, toujours, j'en ai un en particulier qui est encore une fois qui peut paraître très bête, mais qui est pour moi la source, l'origine du succès en fait dans l'apprentissage d'une langue, c'est de travailler tous les jours. C'est la régularité. Je suis d'accord. Ouais. C'est il faut travailler un petit peu chaque jour, mais on vous demande pas d'y passer 5 heures par jour. C'est évidemment idéal pour progresser rapidement, mais on sait que c'est pas compatible avec nos modes de vie à l'heure actuelle. Mais y passer, allez, je pense que le minimum syndical pour progresser à un rythme, un bon rythme, ça serait une demi-heure par jour au moins pour pouvoir bien progresser et ne pas louper un seul jour. Et si vous êtes un peu trop dans l'organisation à vous dire ah ouais j'ai pas fait, enfin si ça devient une contrainte, cette demi-heure par exemple, je sais pas, le dimanche ou peu importe selon votre environnement, mais sortez un petit peu de votre cadre un peu trop précis, regardez une série ou quelque chose comme ça, mais il faut toujours qu'il y ait un moment dédié à l'apprentissage par jour, parce que si vous loupez une journée, vous risquez de louper un deuxième jour, puis un troisième jour, et ensuite ça s'enchaîne et c'est plus difficile pour revenir à l'apprentissage on va faire plus d'efforts à revenir que de le travailler un petit peu chaque jour. Ouais, c'est plus simple, c'est dur au début, mais c'est plus simple une fois qu'on est dedans de faire une chose chaque jour plutôt que se remotiver une ou deux fois par semaine. Hein. Exactement. En fait, il faut créer une habitude et pour créer une habitude, on dit qu'il faut au moins 30 jours pour que ça devienne automatique en fait. C'est comme vous brossez les dents, vous ne posez plus la question. Vous brossez les dents tous les jours automatiquement et quand vous allez vous coucher et que vous ne l'avez pas fait, ça vous gêne. Et en fait, c'est l'objectif qu'on veut atteindre avec les langues, c'est qu'il faut que ça devienne comme un brossage des dents. Voilà, c'est ça. C'est souvent la métaphore que j'utilise, le brossage des dents. Ouais. Écoute, Lauriane, je te remercie. Merci et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc vous pouvez bien sûr aller voir le blog Le Marathon des Langues et vous abonner à la chaîne. Je vous mets le lien en bas. Et je remercie encore une fois Mundo Lingua, le musée des langues à Paris, de nous avoir accueillis pour cette interview. Surtout si vous êtes ou si vous passez par Paris, franchement, allez-y, c'est un lieu formidable. Et encore une fois, merci Lauriane. Merci et beaucoup. À bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Au revoir.